Précédent historique, je crois que le truc le plus important, ce sont les manipulations du climat qui ont été faites au Vietnam pour jouer sur la date d'avancement de la mousson. Ça, c'est un truc, c'est factuel, il n'y a pas de problème, quoi. Disperser des produits chimiques dans le ciel pour provoquer la pluie. C'est l'ensemencement des nuages. La technique n'est pas nouvelle. Elle a été développée en 1946. Elle a même été utilisée comme stratégie militaire pendant la guerre du Vietnam. L'armée américaine tentait d'inonder le terrain pour bloquer le passage aux troupes vietnamiennes. Aujourd'hui, cette pratique controversée gagne en popularité. Les changements climatiques y sont pour quelque chose. Mais comment parvient-on à modifier la météo? Dans les nuages, on retrouve de minuscules gouttelettes d'eau froide en suspension. Trop légères pour tomber, ces gouttelettes doivent fusionner entre elles pour qu'elles génèrent de la pluie. Et c'est là qu'on peut intervenir. En injectant un produit dans les nuages, le plus souvent de l'iodure d'argent. Sa structure cristalline, qui ressemble à de la glace, attire les fines gouttelettes d'eau. Celles-ci fusionnent autour et gèlent, ce qui forme des cristaux de glace assez lourds pour tomber. Dans leur chute, ils fondent. La pluie est de retour. Mais pour que l'opération fonctionne, il faut déjà qu'il y ait des nuages. Ce n'est pas tout. L'iodure d'argent contenu dans les gouttes de pluie se répand dans l'environnement. Et l'argent est toxique pour les espèces aquatiques et les micro-organismes. Même si les quantités sont très faibles dans chaque ensemencement, leur usage répété sur la même région inquiète les scientifiques. Personne ne remet ça en cause. Il y a même les auteurs de ces choses-là qui ont témoigné, et à cette époque-là, et peut-être encore maintenant, ça implique surtout d'avoir une bonne connaissance de la météo. Et à partir du moment où on connaît bien les mécanismes météorologiques, on agit en mettant des substances qui gênent l'apport d'énergie du soleil dans les couches atmosphériques. Et à ce moment-là, on crée des déséquilibres, on crée des inondations, etc. On fait ce qu'on veut, c'est tout. Quand on sait bien où agir et aux bons endroits. En 1946, M. Schaeffer, qui était ingénieur chez General Electric, a inventé cette technologie et très vite le Pentagone s'est forcément intéressé à la question et dès 1947, le programme Cyrus était lancé, programme militaire destiné à faire pleuvoir sur l'ennemi. Si on utilise des particules chimiques et qu'on asperge les nuages en très grande quantité avec ces nanoparticules, il y aura des conséquences, c'est sûr. Les chemtrails, c'est l'une des théories du complot les plus populaires. Et donc c'est quoi ces traînées blanches? C'est de la condensation dans l'air qui se forme au passage des réacteurs de l'avion. On appelle en anglais des contrails, littéralement des traînées de condensation. Mais les conspirationnistes, eux, appellent ça des chemtrails, qui est la contraction de chemical trails, parce qu'ils pensent qu'il s'agit d'épandage de produits chimiques. Eux pensent que les chemtrails sont un plan de l'OTAN pour lutter contre le réchauffement climatique, en modifiant la météo secrètement. D'autres disent qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ces produits chimiques, mais qu'ils sont à l'origine de maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Bon, allez, casse-toi. En fait, alors je vais rassurer tout le monde, c'est de la vapeur d'eau laissée, alors je vais revenir plus en détail, par les condensateurs, par les réacteurs des avions. Mais même le fait qu'il y ait des boucles, tout ça, ça veut rien dire. Bah oui, parce que ça s'est un peu évaporé, puis l'avion a peut-être viré. S'il a fait un virage, même un virage pas très marqué, avec l'air qu'il peut y avoir, avec le vent, ça a pu pousser un peu ces traînées-là. Mais c'est vrai que évidemment, on entend beaucoup de choses. Surtout que les conspirationnistes, ils s'appuient sur deux études réelles qui ont été faites. Une première, c'est un brevet déposé en 91 qui décrivait une méthode qui servait à répandre de faire en sorte que le rayonnement solaire s'appuie sur on met des particules dans le ciel, le rayonnement solaire rebondit sur ces particules et remonte. Comme ça évite le réchauffement une sorte de couvercle. Voilà, une sorte de couvercle que l'on met. Donc ça, c'était un brevet qui avait été déposé. Et puis, il y avait des militaires aussi qui avaient travaillé sur un brevet en disant, vous savez, un jour, la sécurité militaire, ça se jouera sur le climat et on sera obligé de jouer avec les nuages. Et là, les conspirationnistes en sont emparés. Ils ont dit, voyez qu'ils sont en train de travailler sur tout ça. Les grands manipulateurs du climat, potentiellement, sont les militaires. Le point de départ,
c'est qu'on a beaucoup de mal à communiquer par radio avec les sous-marins. Pourquoi? Parce qu'il y a une couche d'eau entre les sous-marins et les ondes électromagnétiques. Et ces ondes électromagnétiques, elles ont une profondeur de pénétration qui dépend de leur fréquence. Et pour arriver à communiquer avec les sous-marins, il faut des très basses fréquences. Et les très basses fréquences, ça se fait des très grandes antennes. Alors par exemple, je crois qu'en France, on doit avoir une installation qui doit être sur un plateau au sud, où on voit des très très grandes antennes comme ça, qui permettent de faire ces très très basses fréquences, qui à ce moment-là arrivent à franchir les masses liquides et à toucher le sous-marin. Bon. Mais il y a une autre solution qui consistait à utiliser ionosphère. Alors ionosphère, c'est les couches de la haute atmosphère qui sont à 80 km d'altitude. Et HAARP, c'est comme ça que ça fonctionne. HAARP, vous avez toute une batterie d'émetteurs de micro-ondes qui agissent sur cette ionosphère et qui l'ionisent. Et alors, il y a une chose, c'est qu'on peut à ce moment-là créer une ionisation, désionisation à très très basse fréquence, en faisant osciller une masse de plasma qui fait des dizaines de kilomètres de largeur et qui à ce moment-là oscille lentement. Et ça, c'est vraiment le vecteur pour communiquer avec les sous-marins à très grande distance. Et alors après, on s'est aperçu d'autre chose, c'est qu'on pouvait, avec 2 pinceaux de micro-ondes, en les croisant en haute atmosphère, faire une surface gauche ionisée, qui à ce moment-là peut servir de réflecteur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne voit rien, puisque c'est simplement du plasma. On crée des miroirs, et à ce moment-là, les ondes électromagnétiques peuvent se réfléchir, ce qui permet à ce moment-là à un pays de communiquer par radio avec un sous-marin qui est aux antipodes. C'est merveilleux. Alors ça, c'est le point de départ de HAARP. Les Russes ont la même chose. Tout ça, c'est assez classique. HAARP est décrit comme un outil d'énergie propulsant des clusters d'électrons vers la haute atmosphère. Sura, son pendant russe, aurait été initié en 1983 par le ministère de la Défense soviétique pour étudier le comportement de la ionosphère lorsqu'elle est soumise à des tirs d'électrons afin d'émettre à très basse fréquence, notamment pour communiquer avec les sous-marins. Tout comme HAARP, Sura est un champ immense d'antennes tournées vers le ciel, un envoi massif d'ondes courtes. Expérimentation qui augmenterait le phénomène des aurores boréales. Ne semblant pas sans risque, cette modification du comportement de la ionosphère serait comme une porte ouverte vers des dérèglements climatiques de tout ordre. D'ailleurs, presque tous les continents ont développé des plateformes expérimentales similaires. En Europe, la ESCAT, située en Finlande près d'Andersal, regroupe la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Finlande, la Norvège et la Suède. Il y a également une plateforme à Murada, au-dessus d'Osaka, au Japon. Ces multiples centres de tir de high energy donnent à penser que la possibilité d'influencer le climat n'est pas un leurre. Alors après, est-ce qu'on peut faire autre chose avec HAARP? Mais en fait, justement, en agissant avec ces micro-ondes, on peut créer des fenêtres dans la haute atmosphère. Et c'est là que la clé, disons, l'arme météorologique, ça consiste, dans une région du globe, à créer une région chaude et une région froide. À un endroit, vous allez mettre un écran en dispersant des particules qui fait que la chaleur du soleil arrive moins, donc vous allez baisser en température. Et de l'autre côté, au contraire, avec des micro-ondes, vous allez au contraire faire un trou dans la haute atmosphère. Et ce genre de choses-là, ce sont des armes qui vont mettre plusieurs jours à démarrer. C'est-à-dire que si on fait une chose comme ça ne va pas être instantané, on n'appuie pas sur la détente, on dit boum, il va se passer ceci. Non, mais simplement, en injectant de l'énergie, pas tellement d'un côté et en occultant de l'autre, on arrive à fabriquer ces différences de pression, de différences de température, puis à ce moment-là, il y a un règlement de compte terrible. À ce moment-là, on fait ces fameuses tempêtes, tout d'un coup, où il y a des vents à 200 km/h, on ne sait pas d'où ça sort. Et ça, on est capable de faire ça. Et ça, c'est expérimenté, mais à mon avis, c'est une certitude. Un jour, il y a eu une explosion à Mururoa, et vraiment les vents dominants ont emmené le nuage sur des îles au sud-ouest qui ont été très touchées. Eh bien, les médecins sont allés mettre leur compteur GGR sur les salades, et ça crépitait de tous les côtés. On n'a rien dit aux populations. Il ne faut pas créer la panique. On n'a rien dit. Alors il y a des bouquins là-dessus, c'est documenté.
Dans les années 70, la France a procédé à 46 essais nucléaires dans l'atmosphère en Polynésie française. Aujourd'hui, une enquête et un livre basés sur des documents militaires déclassifiés révèlent que la population a été exposée à des doses de radioactivité bien supérieures à celles annoncées officiellement. Selon les auteurs de l'étude, le dernier essai, effectué en 1974, aurait massivement contaminé la population de Tahiti. Non, mais je veux dire, moi je trouve ça choquant, c'est ce cynisme de la technologie militaire, c'est pas possible. Quand est-ce qu'on va avoir des armes à micro-ondes pour contrôler les foules, contrôler les foules? D'une nouvelle arme, une arme anti-émeute. Exactement, et c'est l'armée américaine qui l'a présentée hier, cette nouvelle arme anti-émeute. Il s'agit d'un canon qui envoie des ondes électromagnétiques à 1 km de distance, même à la ronde, et cela pour faire fuir les personnes visées qui ressentent à ce moment-là une forte sensation de chaleur. Les forces armées assurent que ce n'est pas du tout dangereux. Mélissa Collado. On ne la voit pas, on ne l'entend pas, mais on la ressent. Voilà comment est décrite la nouvelle arme mise au point par les chercheurs de l'armée américaine. C'est comme ouvrir la porte d'un four, avec une sensation de piqûre du sternum jusqu'au cou. Quand c'est arrivé au cou, instinctivement, je me suis écarté d'un bond. À quelques mètres, une antenne sur le toit d'un camion vient d'émettre un puissant rayon électromagnétique. Il ne tue pas et ne blesse pas. Le canon anti-émeute provoque juste une désagréable impression de chaleur intense. Le réflexe, prendre la fuite. Ça peut servir pour empêcher des incursions à l'intérieur d'un périmètre de sécurité ou pour contrôler des mouvements de foule, pour calmer le jeu et disperser des groupes avant que ça ne dégénère. L'arme n'a pas encore été testée sur le terrain, mais elle est déjà précédée d'une mauvaise image. Les rayons électromagnétiques sont utilisés dans les fours pour chauffer la nourriture. Les scientifiques américains assurent qu'il n'y a pourtant aucun danger de surexposition. L'appareil s'arrête automatiquement après 3 secondes d'utilisation. Sur 11 000 tests menés sur des humains, seules 2 brûlures ont été constatées. Mais le Pentagone n'a pour le moment pas décidé de passer commande. Alors les armes sismiques, ça c'est un sujet extrêmement intéressant. Et pour moi ça débute en 1983. Alors, en 1983, je me rends à Chicago à un colloque de magnéto-hydrodynamique. Puis à l'époque, je ne sais pas ce qui se passait, mais les Américains étaient peu présents. Surtout, il y avait des Russes. Et je rencontre des Russes et je vois ce qu'on appelle un générateur de Pavlovsky. Les Russes sont des champions dans cette magnéto-hydrodynamique et ils ont étudié des générateurs qui sont couplés à des propulseurs à poudre. Alors, ils sont d'ailleurs transportables, on peut en mettre 2 énormes comme ça sur un camion. C'est des objets qui font, je sais pas, 2,50 m de diamètre sur 10-15 mètres de long. Et ça fonctionne pendant un temps limité, pendant quelques dizaines de secondes, 1 minute, 2 minutes. Et à ce moment-là, autour, il y a des choses qui ressemblent à des camemberts, qui sont des bobinages magnétiques et ça marche par auto-excitation. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce genre de choses-là, mais disons qu'on a des installations qui sont capables de produire des puissance électrique de dizaines de mégawatts, 10, 20, 30 mégawatts comme ça. Et avec ces 30 mégawatts, on peut faire des tas de choses très intéressantes. Alors par exemple, comment fonctionne une arme sismique? C'est les Russes qui ont développé ça.
Ils ont ces espèces d'énormes camions avec des roues gigantesques qui permettent d'aller dans des terrains tout à fait accidentés. Puis à ce moment-là, à côté, il y a des rigues sur le camion, des rigues d'une dizaine de mètres. Pourquoi? Pour faire un trou dans le sol. Pas pour aller mettre des tubes pour prélever de l'eau ou un truc comme ça, non, pour mettre des tiges simplement. Ces tiges, c'est des électrodes. Et ces électrodes, on va en mettre à un endroit, puis à un autre endroit. Et en dessous, il y a une nappe phréatique, une rivière souterraine, simplement si c'est humide. Et à ce moment-là, avec le générateur, on fait passer des milliers d'ampères dans ces tiges, et dans la nappe phréatique, on va créer une ébullition, on va créer de la vapeur. Et vous imaginez, il y a un vérin extraordinaire. Donc imaginez une couche comme ça, où à 150 mètres, 200 mètres, peu importe de profondeur, il y a une nappe phréatique, on va faire effort sur ce truc-là, on va créer même des mouvements qui sont très faibles, mais si on est dans une zone où il y a une tension, vous savez, les tremblements de terre, ça existe, comme par exemple dans la faille de Sant'Andrea, vous avez une faille et vous avez deux couches de roches qui demandent qu'à glisser, et tac! Et alors à ce moment-là, le mécanisme, ça évoque le revolver. Le revolver, vous avez une énergie très faible pour appuyer sur une détente. Et là, c'est pareil. On développe des mégawatts, bon, mais c'est rien du tout à côté de ce qu'on va déclencher. Donc, on peut déclencher un séisme. Alors ça, c'est fantastique parce que quand vous déclenchez un séisme, si c'est une faille, éventuellement, les dégâts vont se faire à 300 km. Parce que ça se propage, oui. J'ai été au courant de ce genre de choses-là dès les années 80. Après, ça commence un petit peu à venir. Mais quand on parle de ça, on est conspirationniste. Comment est-ce possible que des scientifiques, que la technique peut utiliser faire ça? Mais c'est exact. L'armée, c'est son métier de tuer les gens. Et en plus, si on lui propose de le faire en toute discrétion, c'est extraordinaire. Voilà. Alors des armes bactériologiques, des armes météorologiques, des armes sismiques, il y a toute la panoplie, quoi. Et les armes cancérigènes. Alors, est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? C'est la même chose que de créer des épidémies. Bon, moi, je me rappelle, il y a une trentaine d'années, moi, je m'étais intéressé à la possibilité d'agir sur le virus du sida à l'intérieur des lymphocytes T4 en agissant avec des micro-ondes pulsées, des micro-ondes à 3 GHz, pulsées en très basse fréquence. Et à ce moment-là, on sait depuis très longtemps que l'ADN est 400 fois plus absorbant que l'eau. Donc si on arrive à une fréquence de résonance très pointue, on arriverait à briser des ARN de virus. Et à ce moment-là, un monsieur qui faisait un peu l'intermédiaire entre moi et les militaires, qui s'appelait Gilbert Payan, il est décédé maintenant, il m'a amené un beau document qui s'appelait Évocation des cancers. Évocation des cancers, c'est un truc qui émanait de la recherche militaire française, une recherche axée sur la création d'armes cancérigènes. Alors vous voyez, si on est capable de créer des armes cancérigènes, on est capable de faire n'importe quoi. Le climat, n'importe quoi. En 1875, moi j'ai des tuyaux comme quoi les Américains sont en train de développer des lasers très puissants. Et c'est vrai que les lasers, c'est né dans les années 60, dans les laboratoires. Moi j'ai vu les premiers lasers avec des petits rayons lumineux, on mettait son doigt devant. Puis alors après, la puissance des lasers a augmenté. Quand je suis allé à Livermore en 1976, j'étais le premier non-américain à voir les lasers d'1 terawatt. Donc c'est là tout d'un coup qu'on s'aperçoit qu'il y a une capacité de faire des lasers de très grande puissance. Alors soit c'est des lasers en continu, soit c'est des lasers en impulsion. Alors après la palette est extrêmement vaste, que ce soit du côté américain et surtout du côté russe. Donc à ce moment-là, on est capable de faire des lasers. Les armes énergétiques, c'est des lasers, c'est des armes à particules, des armes à micro-ondes, tout ce qu'on veut. Mais simplement, on peut transporter de l'énergie à très grande distance. C'est vrai que les armes anti-satellites, on a un truc qui va tirer sur un autre satellite, il y a des milliers de kilomètres. Alors, des milliers de kilomètres, un satellite, ça a une taille d'1 mètre, quoi. Alors, arriver à une précision d'1 mètre sur 1000 kilomètres, mais ça, c'est un micro-radian. Savez-vous quelle est la précision d'un télescope terrestre? Non, un micro-radian. Pas de problème. Les astronomes font des visées de ce genre. Il y avait un scepticisme absolu. Comment on pouvait tirer sur une pièce de monnaie à 500 mètres? Pas de problème. Ça envoie un rayonnement, quoi. Alors, ça peut être quelque chose de... Pendant un certain temps, on arrive à chauffer, ou ça peut être un pack, mais il y a surtout des choses qui intéressent beaucoup les militaires. Ce sont les armes à rayons gamma. Parce que les lasers, on sait faire des lasers qui fonctionnent dans l'infrarouge, on sait faire des lasers ultraviolets, dans les couleurs, mais après on peut aussi envisager des lasers à rayons X, et puis après des lasers à rayons gamma. Alors si on sait faire des lasers à rayons gamma, eh bien quand on frappe une cible à rayons gamma,
on fait des réactions nucléaires à l'intérieur, oui. C'est vraiment le rayon des intégrateurs. Alors, quand vous me dites jusqu'où ça va, eh bien, ça va jusqu'au rayon des intégrateurs. Bon, est-ce que c'est opérationnel? Je ne sais pas, mais ça le sera fatalement. On saura faire des choses comme ça. Alors, maintenant, est-ce qu'on sait faire des lasers à rayon gamma? Oh là là, mais c'est des choses qui sont dans le secret défense le plus absolu, vous voyez. Mais enfin bon, ces armes à diriger, alors qu'est-ce que ça fait? Eh bien, évidemment, on peut assoler des choses, créer de la chaleur, on peut aussi créer des maladies. Aussi. Quand vous avez un four à micro-ondes, un four à micro-ondes, ça a été lancé par la firme Raytheon américaine. Là-dedans, il y a un klystron. Et si vous regardez vos fenêtres de four à micro-ondes, vous verrez qu'il y a un petit grillage comme ça. Et ça, c'est une cage de Faraday. C'est-à-dire que les mailles font à peu près 1 mm, et c'est la longueur d'onde. Et le klystron qui se trouve à l'intérieur, je me rappelle à un moment, on avait envisagé d'utiliser ce type de klystron pour insoler des végétaux, pour voir si on n'arrivait pas à faire des manips avec ça. Et quand on a commencé à faire ça, il y a un spécialiste qui m'a dit, Jean-Pierre, attention, vous avez désossé un four à micro-ondes, vous avez sorti le klystron, mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui va vous arriver. Quand on prend un émetteur à micro-ondes, il y a une fenêtre d'émission, mais il y a des lobes secondaires. Vous voyez, quand on a fait les premiers radars, on avait une antenne radar et on envoyait le faisceau radar. Et puis où est-ce qu'on mettait l'opérateur? Derrière. Et puis un jour, on s'est aperçu que ces gens-là, ils tombaient malades, qu'ils avaient des cancers. Pourquoi? Parce qu'ils ramassaient le lobe latéral. Donc maintenant, quand on fait marcher un radar, il n'est pas question de se mettre à côté. L'opérateur, il est à 500 mètres. Vous voyez. Donc quand vous prenez ces micro-ondes, déjà, vous avez une chose aussi, c'est que vous avez une petite rouellette, vous voyez, qui dispatche votre micro-ondes. Autrement dit, vous faites des micro-ondes pulsées. Et ça, c'est cancérigène. Quant à la mentalité des gens qui l'utilisent, il n'y a aucune limite. C'est l'armée, il n'y a pas de réglementation pour l'armée. Mais quand vous rencontrez des gens comme ça, c'est normal, c'est dans l'intérêt supérieur du pays. Il faut se dépêcher d'avoir ces armes avant que les autres ne les aient. On a une quantité de mégatonnes sur la tête qui est complètement délirante. Et en plus, nos dirigeants ne sont pas plus malins qu'il y a 50 ans, plutôt pire. Donc, autrement dit, la question, c'est on n'a plus jamais fait d'explosion nucléaire depuis 20 ans. Est-ce que vous y croyez? Alors, à ce moment-là, il y a une solution qui consiste à faire des essais nucléaires souterrains discrets. Les militaires se donnent tous les droits. Donc si vraiment il y a eu des essais nucléaires souterrains à cet endroit-là, c'est un terrain qui est calcaire. Donc autrement dit, quand on a des expériences nucléaires souterraines comme ça, il reste les déchets. Et après, il va y avoir des fissurations. Il faut absolument qu'on soit en pointe au point de vue des essais nucléaires souterrains. Alors comment est-ce qu'on fait des essais nucléaires souterrains furtifs? C'est très simple. Vous prenez un local qui est un peu plus grand que votre studio, là, 20-30 mètres de diamètre, puis vous avez votre explosif nucléaire au centre, et à la paroi, vous mettez des couches d'amortissement, et quand vous faites des explosions de ce genre, disons que ça vous fait des séismes de magnitude 3, c'est-à-dire que c'est pas plus bruyant que des tirs de mine. Parce que quand vous êtes dans une mine et que vous extrayez du charbon, vous avez un couloir, vous faites des trous et vous faites péter 500 kg d'explosifs. Et 500 kg d'explosifs qui explosent, ça a la même signature sismique qu'une bombe. On dit c'est des tirs de mine et on ne fait pas la différence. Que ce truc-là ait des retombées graves, que ça puisse polluer, ils s'en foutent. Mais ça, les Français, j'ai envie de dire, vous ne savez pas tout ce qu'on fait derrière votre dos. Moi, je pense quand même qu'il faut une énergie phénoménale pour faire un tsunami. Fin 2018 ou début 2019, Poutine a fait un discours en disant que les Russes, pour ne pas se lancer dans les armes antimissiles américaines, parce que quand George Bush a dénoncé les accords SALT, ils se sont dit on va faire comme a fait papa, c'est-à-dire qu'on va pousser les Russes à faire une surenchère, à développer des trucs, donc ils ne vont pas s'en sortir. Donc Poutine à ce moment-là a dit puisque vous ne voulez pas revenir sur ces accords, nous on va développer des armes catastrophiques. Alors au lieu d'avoir
autant de fusées balistiques que l'autre, on va faire des trucs imparables. Et ces trucs imparables, par exemple, il y a un sous-marin qui se balade à 1000 ou 1500 mètres de fond, qui va à très grande vitesse, qui est propulsé par l'énergie nucléaire. C'est un drone, si on veut. Et là-dedans, ça va être des bombes de 100 ou 150 mégatonnes. Et ça, vous mettez ça devant une côte américaine, vous faites une vague de 500 mètres de haut. Est-ce qu'on peut faire un tsunami? Oui. Ça devient complètement anonyme, justement, c'est l'arme discrète. On peut se poser la question, pourquoi on a une technologie, hein? Vous savez, pour les spécialistes de l'évolution, il y a un mot qui s'appelle l'hypertélie. L'hypertélie, c'est un dépassement de finalité. Il y a des animaux, ils ont des attributs, tout d'un coup, c'est un handicap pour eux. Hein, voilà, le tigre a un dent de sable, il a des dents qui sont tellement poussées qu'il ne peut plus arriver à mordre. Après, oui, ça ne va pas. Bon, nous, c'est pareil. On a développé des technologies. Maintenant, est-ce que vraiment les armes nucléaires, c'est monstrueux, hein? Alors on peut se dire, mais pourquoi on a fait ça? Moi, je pense que c'est l'énergie qu'il faut pour faire des voyages interstellaires. Et nous sommes arrivés à un stade où la suite historique logique, c'est les voyages interstellaires. Et ça fait partie de l'évolution de toutes les planètes, y compris la nôtre, étendre son champ relationnel en se complexifiant. Et ça, c'est la phénoménologie du vivant. Depuis la première bactérie, on devient de plus en plus compliqué, on étend le champ relationnel. Et là, actuellement, pour la Terre, on peut prendre son portable et appeler les antipodes. Donc ça y est, on a fait le tour. Alors, est-ce que ça s'arrête ? Non, si ça ne s'arrête pas, c'est interstellaire. Moi, je suis finaliste, disons. Hein. Je pense que l'évolution a un sens, c'est pas le hasard comme ça, aveugle. Bon, eh bien, toutes les planètes arrivent à un stade où elles ont cette capacité technologique, mais chez nous, la maturité n'est pas au rendez-vous. Imaginez qu'on franchisse cette espèce de virage à la corde où on ne s'annihile pas complètement et qu'on arrive à résoudre les problèmes de la Terre, on s'apercevra qu'après avoir fait un pic, la démographie va descendre. Simplement que la démographie, elle se stabilise toute seule à partir du moment où les gens vivent bien.